Bonjour, dans Comment en sommes-nous arrivés là, on va parler aujourd'hui de Paul Ricard et nous sommes en 1932. Et bien sûr, vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, Paul Ricard, c'est qui et il a fait quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme pour toujours associé à l'été, à la Provence, à l'entrepreneuriat et à la préservation de notre écosystème. Paul Ricard a bâti un empire des spiritués avec plein de bon sens, de respect, de responsabilité, à l'ancienne, comme les Peugeot, les Michelin ou encore Pierre Fabre. C'est l'histoire d'une icône de l'entrepreneuriat qui commence dans les années 30. C'est à Marseille que Paul Ricard a développé son entreprise au parfum anisé de l'été. Il crée, à partir de rien, un groupe encore très important aujourd'hui, 90 ans plus tard, devenu le deuxième groupe de spiritueux au monde. Alors ensemble, je vous propose de décrypter les clés de son incroyable succès. Première clé, le territoire. Paul Ricard était un Provençal très attaché à son territoire. Il naît à Sainte-Marthe, ce qui serait aujourd'hui le 14e arrondissement de Marseille. C'est un enfant de Provence qui a toujours été très attaché à son terroir, la Provence, et aux gens qui vivent là. Âme d'artiste, il a développé sa fibre créative, sensible aux senteurs de Provence. Deuxième clé, le client. Paul Ricard va développer son activité des années 30 jusqu'aux années 70 en se basant sur les gens, toujours à l'écoute, sur le terrain, à observer leur mode de vie, leurs besoins, leurs attentes. Aujourd'hui, on dirait que c'est le roi du marketing. Tout part du client. Il commence assez rapidement à travailler avec son père, un négociant en vin. Il fait la tournée des restaurants, des bars de Marseille pour placer le vin que son père négocie. Et en faisant des tournées avec son père après le lycée, il voulait le dissuader de devenir artiste et reprendre son affaire de négoce après lui. Paul Ricard fait la rencontre de Monsieur Espanet, un bouilleur de cru qui lui confie sa recette de pastis. Avec son frère Pierre, il fait l'acquisition d'un alambic et le petit Paul aménage un petit laboratoire dans sa chambre. Il consacre tout son temps à tester des arômes et à faire des mélanges. Et très rapidement, il remarque qu'à Marseille, tout le monde dans les bars boit du pastis. Même si toutes les recettes anisées ont été interdites en même temps que l'interdiction de l'absinthe. En effet, en 1915, sous la pression des ligues de vertu et viticole, l'absinthe a été interdite au prétexte qu'elle rend fou et criminel. Mais à Marseille, dans les bars, tout le monde fait un peu son petit mélange, son pastis comme ça, derrière le comptoir. Pastis en provençal, ça veut dire mélange, le mix. C'est l'alcool traditionnel provençal, fait à base d'anis et de plantes aromatiques, le réglisse, le fenouil. Chacun distille un peu ses herbes, les mélange, c'est frais, le goût plaît et la tradition du pays continue. Et malgré l'interdiction, il fait tester ses recettes dans les cafés de son village à Sainte-Marthe. Il observe que tout le monde fait ses mélanges à la main levée de façon très artisanale et qu'il n'y a pas d'unité dans la production, pas de marque. Lui, Paul Ricard, va créer le pastis de Marseille. Chaque jour, pendant des mois, dans sa petite chambre, le soir, après sa tournée, il continue à distiller des plantes, il fait des essais, il fait évoluer sa recette en fonction des retours qu'il collecte dans les bars, en observant les patrons et leurs clients, et en leur faisant goûter ses créations qu'il emmène dans des petites fioles. Trop fort, trop sucré, il rectifie petit à petit pour obtenir la formulation parfaite. Et en 1932, un décret libéralise la fabrication et la vente de boissons anisées à 40 degrés. Paul Ricard est prêt, il se lance et Ricard devient le vrai pastis de Marseille. C'est la première fois que le mot pastis apparaît sur une étiquette. La marque est créée, ses premières bouteilles vont être vendues au patron de bar de Sainte-Marthe, qui connaît maintenant très très bien. Il a
préparé un argumentaire où il leur explique sa recette. 2 centilitres de pastis pour un verre, 5 volumes d'eau fraîche pour une dose de pastis, un glaçon. Et dans les années 30, tout le monde faisait un peu à la main levée, certains avaient la main un peu lourde et forçaient un peu la dose en servant un pastis un peu serré. D'autres, un peu pingres, servaient au contraire une boisson un peu trop légère en goût. Avec les bouteilles d'1 litre, en servant 2 centilitres, vous faites 50 verres, ce qui vous fait une rentabilité de temps. Et voilà combien vous allez gagner. Et vous allez avoir des clients qui reviendront chez vous pour ma recette qui est parfaitement équilibrée. Et sous l'œil étonné de son père, qui n'y croyait pas trop, devenu un petit peu éloigné de la réalité du terrain, le succès est rapidement au rendez-vous. En 8 mois, 250 000 bouteilles sont vendues. Il fait tout lui-même, des affiches publicitaires à la conception du broc à bec pour faciliter le travail des serveurs dans les cafés. Après quelques dizaines de bouteilles à ses débuts, Paul Ricard écoule plus de 2 millions de litres de Ricard vendus en 1938, près de 4 millions en 1949, puis 60 millions en 1972 et plus de 100 millions à son plus haut en 1993. En 1939, avec la défaite des forces françaises, tout s'arrête. Le régime de Vichy interdit tous les alcools à plus de 17 degrés et l'entreprise doit fermer. Et c'est ce qui nous amène à la 3e clé de succès de Paul Ricard, les employés. Paul Ricard rassemble ses employés et leur annonce « Nous allons devenir paysans ». Il rapatrie tout son personnel dans un domaine qu'il avait acquis quelques années plus tôt en Camargue, le domaine de Méjeanne, avec l'idée d'y cultiver les plantes qui rentrent dans la composition de son pastis. Et avant d'être paysans, ils vont être constructeurs. Chacun s'y met et ils construisent des habitations pour chacun, une école pour les enfants et des établissements pour l'activité agricole. Le succès passe par la satisfaction des clients et aussi par assurer le bien-être des équipes. Ils plantent des arbres fruitiers pour la production de jus de fruits et ils développent également une petite production locale de riz. Et il reste encore des rizières exploitées en Camargue aujourd'hui. Les importations d'Indochine sont arrêtées à cause de la guerre et cela va lui permettre d'assurer avec le riz et les jus de fruits les besoins essentiels d'alimentation de la population locale. Il réussira à conserver tout son personnel, subvenir aux besoins des familles et éviter aux hommes de partir au STO, le service de travail obligatoire. En 1945, à la fin de la guerre, ces machines ont été conservées. Il pourra reprendre la production de son pastis et continuer à développer son activité. Paul Ricard est à l'avant-garde du progrès social dans les 30 Glorieuses, participation aux bénéfices, intéressement, protection sociale, épargne retraite. Et 3 grandes valeurs fondamentales sont incarnées par tous dans leur travail: esprit d'équipe, transmission du savoir-faire et formation. Il crée une amicale qui est responsable du bien-être des collaborateurs. C'est un peu l'ancêtre des comités d'entreprise. Elle s'occupe par exemple du logement du personnel, des activités sociales comme des concours de boules et gère les colonies de vacances des enfants du personnel et des voyages pour le personnel. Et c'est d'ailleurs lui qui a créé avec Michel Montana, le directeur du quotidien La Marseillaise, le mondial de pétanque, dont la première édition se tient à Marseille en 1961. 4e clé, les parties prenantes. Après la guerre, Paul Ricard se rend aux États-Unis lors d'un voyage organisé pour les entreprises françaises en croissance. Et c'est la révélation. Il y découvre la recette du succès des firmes américaines. 1. Le patron qui reste en contact avec la réalité des clients sur le terrain. 2. Une forte proximité entre les dirigeants et les employés. Et 3. Une concertation permanente avec les stakeholders, les parties prenantes de l'entreprise, beaucoup plus forte que la relation que peut avoir un dirigeant avec ses shareholders, les actionnaires et les banquiers. En 1961,
il emmène tout son personnel, 1200 personnes, en train à Rome pour la bénédiction du pastis par le pape Jean XXIII, qu'il avait connu en Camargue en 1958 lorsqu'il était nonce apostolique. Paul Ricard a également été maire de Signes, dans l'arrière-pays varois, dans les années 70, et c'est là qu'il fera construire le circuit du Castellet. Et pendant son mandat de 8 années à la mairie de Signes, il se posera comme défenseur de la ruralité, de la sociabilité villageoise et de l'environnement. Premier défenseur de la gestion des espaces forestiers ou du petit commerce en centre-ville. Sa lettre à Georges Pompidou avait été particulièrement remarquée. Quand toute la forêt aura brûlé, il n'y aura plus d'incendie. Alors aujourd'hui, la marque Ricard a 90 ans, 20 000 collaborateurs et les 3 usines de production sont en France. Et c'est le 2e groupe de spiritueux au monde. À la stupéfaction de tous, y compris de sa famille, Paul Ricard va quitter la direction opérationnelle de l'entreprise en 1968 et passer la main, il a 58 ans, place aux jeunes. L'entreprise est installée, sa renommée est établie, il se retire. Et 5e clé, l'environnement. C'est en discutant sur le port de Marseille avec des pêcheurs qu'il réalise que la Méditerranée est en danger. Il la voit devenir un réceptacle de la pollution industrielle. On est en 1966, il y a de moins en moins de poissons, les pêcheurs commencent à avoir du mal à vivre de leurs activités et le groupe Pechiney s'apprête à déverser à la mer à Cassis de la boue rouge qui est issue du traitement de la bauxite. Paul Ricard va créer un institut océanographique parce qu'il pense que c'est la science qui permettra de faire évoluer les mentalités des dirigeants. Cet institut, il l'installe sur l'île des Ambiers, au large de Sifour-les-Plages, qui recense à elle seule 90% des essences végétales méditerranéennes, et à Bandor, au large de Bandol. De nombreuses journées découvertes sont organisées pour éveiller la conscience écologique des enfants et la protection de la mer et de la nature. Cet institut est devenu une référence internationale en matière de recherche sur la préservation du littoral et des grands fonds marins. C'est de ces travaux de recherche qu'a émergé par exemple la solution de dissolution des hydrocarbures en mer par des bactéries. Et cette solution est utilisée dans la lutte contre les marées noires. Sa présidente, Patricia Ricard, petite fille de Paul Ricard, s'engage dans la défense de l'environnement. En 1986, elle est également membre du Conseil économique, social et environnemental. Et de 2010 à 2015, elle est membre du prestigieux Explorer Club de New York. Mais ça, c'est une autre histoire.